de la série. Merci à tous d'être là, toujours aussi nombreux, voire encore plus nombreux. Ça impressionne de parler devant une aussi grande salle remplie ce soir. Et merci surtout à Eutelsat qui nous a accueillis ce soir dans ces très très beaux locaux, avec cette très belle terrasse et toutes les bières et pizzas que vous avez déjà goûtées et que vous allez regoûter après les talks. Ah oui, j'ai oublié cette slide. Et merci aussi à tous ceux qui étaient passés à l'IBC pour le Meta Meetup, qui a été aussi un très très grand succès à Amsterdam. On a eu plus de 200 personnes qui étaient venues à Amsterdam pour ce Meta Meetup, donc c'était une très grosse réussite. On va essayer de refaire la même chose encore mieux l'année prochaine. Et donc ce soir, on va avoir 3 talks. Le premier, ça sera Eutelsat, qui va nous parler de la vidéo chez eux et, comme ils disent, de l'opérateur infrastructure à la startup. Ensuite, on va voir Cortex, qui va nous parler de l'encodage et transcodage dans le cloud. Et enfin, France TV, qui va nous présenter toutes les belles innovations qu'ils ont fait pendant Roland-Garros cet été. Avant de passer à la suite, je peux déjà vous annoncer que le prochain meet-up, on a déjà une salle chez France TV. Donc merci encore France TV et Raphaël. Qui sera donc en janvier 2020. Donc on est encore, comme toujours, en recherche de talk si vous en avez. On est preneur, contactez-nous sur la page du meet-up ou par mail. Et avant de passer au talk, j'avais aussi une petite nouvelle à vous annoncer par rapport à Paris Vidéothèque. Donc, on a fait un peu de travail cet été et maintenant, Paris Vidéothèque est une vraie association loi 1901, enfin, après 3 ans. Donc, on a fait ça parce qu'on voulait tout d'abord avoir un cadre légal pour pouvoir faire ces événements. Il était temps, je pense. Mais aussi pour pouvoir mieux gérer tout ce qui est sponsoring, dons, organisation d'événements, etc., qui avant étaient juste faits avec l'entité de Streamroute, donc c'était un peu borderline. Mais maintenant, donc, on est une vraie association à but non lucratif, bien sûr. Donc, on va pouvoir avoir des fonds spécifiquement dédiés à l'organisation de ces événements, pour les goodies, pour les apéros, pour tout ça. Et bien sûr, à long terme, on veut aussi pouvoir faire d'autres événements que juste ces meet-up trimestriels. Donc vous allez voir, j'espère, dans quelques mois, quelques aussi nouvelles annonces venant de Paris Vidéothèque. Et du coup, et comme toujours, maintenant qu'on est une association indépendante, je fais petite pub pour nous et petit appel pour nous aussi. On cherche, d'une part, on va lancer une petite campagne de dons dont je vais vous parler un peu plus tard. Des sponsors aussi, s'il y a des gens qui veulent, des boîtes qui veulent sponsoriser l'événement à l'année ou par événement, ça nous permettra d'avoir des fonds pour organiser des events encore plus gros et meilleurs. On cherche aussi des organisateurs parce qu'aujourd'hui, on est 2 dans le bureau de cette association, donc Erika qui d'ailleurs n'est pas là et moi-même. Mais on aimerait bien avoir d'autres personnes qui peuvent nous aider, donc qui peuvent s'impliquer dans l'association. Donc si ça vous intéresse, pareil, venez nous voir. Et enfin, on cherche aussi des gens qui peuvent nous aider à faire tout ce qui est diffusion, donc, parce que comme chaque fois, on est retransmis en direct sur Dailymotion. Et vu que notre cher ami Nicolas Veil est parti aux États-Unis, maintenant on a un petit manque de ce côté-là pour tout ce qui est organisation donc de la diffusion. Donc pareil, si vous avez ces skills-là ou si vous connaissez des gens qui peuvent nous aider, on serait très content de vous accueillir.
Un petit mot sur l'organisation, parce que ça peut faire peur et forcément les gens n'ont pas forcément toujours envie de s'impliquer beaucoup parce qu'on peut penser que ça prend beaucoup de temps. C'est pas vrai. Finalement, c'est quelque chose qui prend, je pense, par trimestre max 10 heures, dont 5 heures juste le jour de l'événement. Donc c'est pas un gros engagement niveau temps. Ça permet par contre d'avoir un avis et une sélection sur tous les talks et la ligne éditoriale. Ça permet aussi de grandir son réseau parce qu'il y a plein de gens ici. Donc ça peut être intéressant pour pas mal de gens qui veulent rencontrer des gens à Paris, mais aussi et surtout dans le monde entier parce qu'on a un gros réseau avec tous les autres vidéothèques Meetup, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. On aide à organiser par exemple la conférence d'Imuxt qui se passe à San Francisco dans quelques jours, dans quelques semaines, en octobre. Et puis bien sûr, vous rejoindrez une équipe très sympa. Voilà. Et ensuite, ça c'est mon dernier petit message. Donc comme je disais, vu qu'on est devenu une association, on aimerait faire un petit appel à votre générosité cette fois-ci. On a réussi à financer nous-mêmes, autofinancer l'association jusqu'ici. Mais bon, vu que ça fait 3 ans qu'on lance ça, on s'est dit que ce serait cool si des gens voulaient participer avec des dons, des petits dons, pas des gros, pour justement nous permettre de vivre et de grandir l'association. Donc comme je disais, les dons vont aller dans les goodies, dans les apéros, les salles et pas mal d'autres choses. Donc en gros, on a fait un petit site, une petite page où vous pouvez aller et ensuite payer en ligne directement. Donc l'interface ressemble à ça. Et le lien est le suivant. On vous l'enverra aussi par mail après l'événement. Donc voilà, s'il y en a qui veulent participer un peu, ça nous ferait très plaisir. Et voilà, ça c'était mon message d'intro. Maintenant, je vais laisser le micro à Bruno pour faire une petite intro de Eutelsat et puis commencer les talks. Non, on va changer les slides. Je pense qu'il est en train de changer. Tu crois? Non, je crois pas, moi. Alors, la question, c'est où sont les slides? Elles sont ouvertes en bas, tu crois? Hyper fort. Bon, s'il vous plaît. Non, mais chez Eutelsat, on est high-tech. Donc, bonjour tout le monde. Ça me fait très plaisir de vous avoir ici. Alors, d'abord... un spécial thanks to Jean-Sébastien Petit. Je sais pas où il est, Jean-Sébastien. Merci. Jean-Sébastien, lève-toi s'il te plaît. Voilà, parce que c'est à cause de lui que vous êtes là. Okay. Donc on est ravis de vous avoir aujourd'hui. On est ravis aussi de s'inscrire en masse chez Eutelsat dans la communauté Paris Vidéothèque. Vous allez vite comprendre pourquoi. Et puis moi, ça me fait personnellement très plaisir d'en voir un grand nombre d'entre vous qui sont soit des anciens collègues, soit des anciens collaborateurs de ma précédente vie chez Canal+. Alors, je suis Bruno Catan, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis directeur des nouvelles applications d'Eutelsat. Et je vais vous faire à peu près 3 secondes de pitch corporate, et puis après on va parler de trucs qui concernent plus la vidéo aujourd'hui. Mais quand même, pourquoi vous êtes chez Eutelsat aujourd'hui? Voilà, c'est pas juste parce qu'on trouvait que c'était sympa de recruter plein de gens de la communauté vidéo pour Eutelsat, ou au moins de leur faire venir manger des pizzas. C'est parce qu'en fait, on est certes un acteur important de l'espace. Comme vous le savez, on est le 3e opérateur satellite mondial, global. Ça fait 40 ans qu'on existe, on est privé depuis 2001. On a 37, en fait il faudrait dire 38 là, puisque il y en a un qui a été lancé à midi avec succès. Donc 38 satellites autour de là. 38 satellites en l'air, encore 5 satellites
à lancer. Et même ça, il faudrait le voir, puisqu'on vient d'annoncer qu'on lançait une constellation de 25 satellites en orbite basse pour faire de l'IoT par satellite, qui est un des nouveaux dada de l'entreprise et un des nouveaux vecteurs de croissance. Donc ça, c'est Eutelsat vraiment in a nutshell. Ce qui est plus en lien avec votre venue aujourd'hui, c'est le fait qu'on soit un des leaders du broadcasting dans le monde. Il faut qu'on se le dise sans fausse modestie, beaucoup de gens pensent que le satellite est mort. Beaucoup de gens à Paris pensent que le satellite est complètement mort. La réalité, c'est que dans le monde, c'est pas vrai. Dans le monde, c'est pas vrai. Opérateur global que nous sommes, on constate qu'en Afrique, en Asie, au LATAM, le satellite se porte encore très bien. Alors, je vais pas vous dire que c'est le meilleur des mondes et que tout va aller pour le mieux d'ici 25 ans, mais c'est pas le sujet. En fait, on a 7000 chaînes qui sont broadcastées sur nos satellites et ce nombre est en croissance permanente. Le nombre qui est aussi en croissance permanente, c'est le nombre de chaînes HD. Et ce qui prend un peu moins, c'est l'Ultra HD. Mais vous savez tous pourquoi, il n'y a pas de contenu. Voilà, donc, et les chaînes ne sont pas toutes prêtes. Donc, voilà. Mais vraiment, c'est important de retenir ça, c'est que le satellite va plutôt pas mal. Je ne dirais pas forcément celle de la TNT, mais en tout cas, côté broadcasting, on se porte plutôt bien. Et vous allez voir après, avec le pitch de Julien et de Sébastien, que finalement, le satellite et l'OTT se marient assez bien dans plein de possibilités. Et c'est une des raisons pour laquelle on a lancé depuis quelques années des programmes de développement de nouveaux produits pour faire des services multiscreen. Alors, Anytime, Anywhere, Any Device, ça tout le monde connaît, Atawad depuis une quinzaine d'années dans le milieu des médias. Nous, on rajoute le Anytime, Anywhere, Any Device, Any Network, parce que c'est un peu ça notre dada, c'est de faire en sorte que l'OTT passe partout, y compris par satellite. On y reviendra. Ce que je voulais vous dire aussi en message d'introduction, c'est qu'on ne fait pas de ça tout seul. Voilà, on n'a pas la science infuse. Comme vous savez, on est opérateur de satellites. Donc pour créer des nouveaux produits, on s'appuie sur une galaxie de fabricants, de partenaires technologiques. Tout ça, c'est public. Ça a été évoqué largement à l'IBC notamment. Donc je pense que pour certains, vous êtes dedans là aujourd'hui. Et puis il y a cette galaxie, en fait, elle est croissante. Tous les ans, on rajoute des partenaires dans l'affaire pour continuer à avoir, si vous voulez, non pas une plateforme qui est complètement développée par nous-mêmes, mais une plateforme où on fait un bout de développement, un bout d'agrégation, et ce qui nous permet de toujours fournir ce qu'on peut faire de mieux sur la vidéo à nos clients. Avec le challenge, c'est de vendre ces services-là ensuite à ces mêmes clients. Voilà, alors... j'en ai fini pour l'intro. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Nous, on est ravis de vous accueillir parce qu'on pense qu'autour... Alors, il y a les conférences, là, les talks qui nous permettent d'échanger, de savoir un peu ce que font les autres. On est ravis d'avoir Cortex, on est ravis d'avoir France TV parce que ça nous permet d'adhérer mieux à ce que font les clients, les industriels, et ensuite d'échanger autour d'une pizza, de bière, etc. Deux, ça nous permet aussi de faire un peu de pub sur ce qu'on fait, mais pas auprès de nos clients, pas auprès des marchés financiers, auprès de la communauté vidéo, parce que ça, c'est très important, que la communauté soit au fait de ce qu'on développe en interne. Et ça peut aussi donner des idées de collaboration dans le futur, que ce soit vous en tant que partenaire pour nos projets, vous en tant que futur employé de Telsat, on ne sait jamais. Voilà. Et puis enfin, ça nous fait plaisir, donc voilà. Profitons-en et moi j'en ai fini, je vous laisse là, je vais passer la main à Sébastien et Julien. Merci et bonne soirée. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bon. Bonsoir, donc moi je m'appelle Sébastien Garzini, je travaille chez Eutelsat et je suis responsable des plateformes numériques et des applications mobiles, parmi lesquelles il y a tout ce qui est plateforme vidéo. Donc comme je ne connais pas grand monde dans la salle, il y a quelques temps on m'a demandé de faire une présentation, moi et à mon collègue Julien, et on ne savait pas trop de quoi on allait vous parler, on s'est dit bon, on a des challenges technologiques, mais finalement, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on ne connaît pas les gens.
et certainement que les gens ne nous connaissent pas non plus. Et donc on s'est dit que plutôt que de vous parler d'une solution précise, technologique sur un point précis, on allait plutôt vous raconter notre histoire dans la vidéo. Et on a choisi un titre un peu provocateur, c'est-à-dire de l'opérateur d'infrastructure à la start-up. Alors c'est sûr que parler de start-up quand on est une société qui fait 1 milliard de chiffre d'affaires, c'est pas évident, mais pourtant on va essayer de vous montrer à travers notre présentation que oui, dans la vidéo, Eutelsat peut être perçu encore comme une start-up et on est très agile et on est très content de faire ça. Donc Bruno vous a présenté ce slide et en effet, Eutelsat c'est quoi toujours aujourd'hui, c'est du satellite du mégahertz. On a 7000 chaînes de télé qui passent par nos satellites et pourtant, il y a encore 6-7 ans, on n'avait pas vraiment d'équipe dédiée à la vidéo, au développement de services vidéo. Pourquoi ? Parce que nos commerciaux vendaient du mégahertz et on hostait des encodeurs, tout un tas de choses dans nos téléports, mais sans fournir de services vidéo. C'est-à-dire que nos clients nous disaient bon, moi je te loue de la capa et je m'occupe du reste. Je m'occupe du casque, je m'occupe de tout ce que je dois m'occuper, mais par contre je te paye bien ta capa. Et donc, Eutelsat, c'est du satellite. Et la vidéo dans tout ça. Donc, en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2014, chez Eutelsat, il y a des gens du COMEX qui se sont dit, bon, peut-être qu'on devrait faire autre chose que de vendre du mégahertz. Mais quand même, c'est bien de vendre du mégahertz. Donc, ils ont pris 3 personnes, dont j'avais la chance de faire partie, et ils nous ont dit, il faudrait qu'on vende plus de mégahertz. Et pour ça, peut-être que si vous aidiez des sociétés à créer des services vidéo qui utiliseraient nos satellites, ça nous permettrait de vendre plus de mégahertz. Et donc, on a dû se creuser la tête pour trouver des solutions qui passaient par nos satellites sans budget, parce que bon, faut pas rigoler, hein, on était encore à l'innovation et à Eutelsat, ce qu'on voulait, c'est faire des satellites et certainement pas de la vidéo. Et donc, on devait monter un écosystème de partenaires qui allaient utiliser nos satellites pour vendre leurs services. La situation à l'époque, c'était que les 7000 chaînes qui passaient par nos satellites utilisaient encore des set-top box, le DVB et de l'accès conditionnel. Et en 2014, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des gens comme Google et Apple qui ont commencé à vouloir faire de la télé par Internet. Et ces gens-là, ils sont peut-être à 25 fois plus gros que Telsat. Et ils ne parlent pas du tout le même langage que nous. Donc nous, dans cette équipe de 3 personnes, le premier challenge qu'on s'est posé, c'est de se dire comment arriver à faire communiquer des gens qui utilisent des devices fabriqués par Google et Apple avec l'écosystème satellite. Ça nous paraît être un sujet très très cool. Et là, on a commencé à réfléchir à la question. Et il y a un petit malin à Eutelsat qui est venu nous voir. Je pense qu'un petit malin, comme vous en connaissez tous, quelqu'un qui ne comprend pas forcément ce qu'il dit, mais qui est là pour mettre des bâtons dans les roues, et qui nous a dit « Mais les gars, vous êtes gentils à vouloir faire de l'OTT par satellite, mais en réalité, on peut déjà le faire, parce qu'on a des systèmes d'Internet par satellite. Et donc, il suffit de brancher notre hub d'Internet par satellite sur un origin serveur. Puis les gens chez eux, ils ont un modem satellite, c'est un modem qui permet de faire de l'Internet, et puis ils pourront regarder de la vidéo en OTT. Donc circuler, il n'y a rien à voir. Je ne sais pas pourquoi vous voulez faire de l'OTT par satellite de façon compliquée. Et nous, on lui a gentiment expliqué qu'en réalité, il avait raison. Ça marche. Je peux aujourd'hui prendre un abonnement Internet par satellite, prendre mon téléphone et commencer à faire du streaming vidéo. Le problème, c'est si mon voisin commence à faire la même chose, il n'y a qu'un satellite qui est en l'air. Et en réalité, même si mon voisin regarde le même match de foot que moi, le flux va passer 2 fois par le satellite. Et le problème commence à se poser quand il y a des millions de personnes qui font la même chose. Si des millions de personnes commencent à streamer des contenus et tout ce contenu passe par le même satellite et est envoyé des millions de fois, qu'est-ce qui se passe ? Boum. Donc non, le satellite ne va pas exploser. J'ai juste toujours rêvé de mettre une slide avec un satellite qui explose. Mais bon, en attendant, ce qui est sûr, c'est que c'est évident qu'on a un problème de bande passante quelque part. On ne peut pas faire de streaming vidéo en OTT sur un satellite, ça ne marche pas. Du coup, on a pu se poser sérieusement, on avait éliminé le petit malin,
se poser les bonnes questions. La situation, elle était qu'on avait des satellites sur lesquels on faisait du DVB-S2 en 2014. Il y avait des origines serveurs, ça existait déjà, donc des gens qui streamaient des contenus en OTT. La première chose qu'on s'est dit, c'est que si on voulait passer d'un système où on envoie le contenu 10 fois, si on a 10 utilisateurs, à un système où on l'envoie une seule fois, peut-être que faire du multicast, c'était une bonne option. Et donc, on a été voir nos copains de chez Broadpeak, qui était une toute petite société à l'époque. Je sais qu'il y a Antoine dans la salle, je lui fais coucou. Et on a discuté avec eux de leur nano CDN, qui marchait pas très bien, et surtout qui n'était pas encore sur le satellite à l'époque. Et donc, on a développé avec eux une première brique qui permettait de passer d'un flux unicast à un flux multicast. Ce qui est bien, c'est que justement, le nano CDN, c'est la brique chez le client qui fait l'inverse. Donc, au côté du terminal, c'est complètement transparent. On reste en unicast. Et donc, on avait résolu une première partie du problème. C'est-à-dire qu'on était capable, à partir de flux unicast, donc qui sont en théorie envoyés plusieurs fois, d'avoir plus qu'un seul flux multicast qui passe par le satellite. Sauf que multicast satellite, c'est pas gagné, ça marche pas. Parce que DVB-S2, c'est pas de l'IP. Donc ce qu'on a fait, on a regardé dans nos cartons et on a retrouvé un standard qui s'appelle DVB-MPE. Accessoirement, vous pouvez vérifier, mais il a été plus ou moins inventé, poussé en tout cas par des gens qui travaillaient chez Eutelsat dans la fin des années 90. Et qui permet exactement de faire ce qu'on voulait faire. Donc, quand je le dis comme ça a l'air facile. Hein. On a l'impression que je sors de mon carton un terminal pour faire du DVB-MPE, mais en réalité, c'est un standard qui est moyennement utilisé et il a fallu qu'on entame des travaux pour avoir des encapsulateurs IP. Mais la réalité, en tout cas, c'est que c'est un standard qui existe. Et donc, de la même manière qu'on peut encapsuler, forcément, on peut décapsuler. Et voilà comment est né notre premier service d'OTT par satellite avec une équipe de 3 personnes. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que rien n'était fait par Eutelsat. Enfin, on était facilitateur, on était un catalyseur, mais on ne vendait aucune des briques. Tout ce qui nous intéressait, c'était de vendre du mégahertz et donc de la capacité. Et dans ce sens, on était encore justement ce gros opérateur d'infrastructure pas très agile au niveau de nos choix de solutions. Petit détail, étant donné qu'on a utilisé un standard et que la brique multicast ou unicast est du pur software, on a pu faire assez facilement des boîtiers de réception tout intégrés. Deuxième petit détail, étant donné qu'on a bien séparé les briques technologiques ici, donc on a une brique qui fait de l'unicast ou multicast et vice-versa, et la brique d'encapsulation, finalement, je peux très bien remplacer ma brique d'encapsulation par mon fameux hub satellite du départ, qui lui comprend le langage IP. Et donc on avait une solution qui marchait pas seulement pour faire une sorte de DTH OTT par satellite, mais aussi qui permettait d'optimiser nos offres d'Internet par satellite, en envoyant une seule fois les flux pour tous les clients. Donc ce service-là s'appelait SmartBeam. Et on a acquis en interne, avec ce service-là, une certaine légitimité, j'ai envie de dire, qui a poussé Eutelsat à se poser d'autres questions et à dire peut-être qu'on devrait aller un step plus loin. Et donc, pas se contenter d'être facilitateur et catalyseur, mais on pourrait essayer de vendre autre chose que du mégahertz et vendre des services managés. On est arrivé alors en 2017 et on a décidé de devenir fournisseur de services vidéo. L'équipe a grossi, l'équipe était 10 personnes à ce moment-là, et donc l'objectif était vraiment de construire une plateforme hybride OTT satellite pour Eutelsat, pour pouvoir dire à nos clients, vous avez le contenu vidéo, jusqu'à présent vous vous occupiez de tout, et nous on s'occupait que de la bande passante, maintenant vous ne vous occupez de rien, on s'occupe de tout. Ce qui est intéressant, donc ici c'est encore une fois la transformation de 3 personnes, on est passé à 10 personnes, et de facilitateur, on est passé à intégrateur. Parce que quand vous êtes 10 et que vous devez monter une plateforme dans un temps record, donc là on voulait faire au début, sur la version 1, on faisait que du live. On ne peut pas se permettre, on n'a pas encore, on a acquis une certaine légitimité en interne,
mais on ne peut pas non plus faire tout ce qu'on veut. Et donc, en gros, on a monté une architecture. Il n'y a rien d'exceptionnel dans cette architecture, mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que Eutelsat était un intégrateur de briques qui étaient fournies par différents partenaires et qui existaient. Là où on a commencé à s'éclater, c'est qu'une fois qu'on a livré la version 1 qui faisait le live, on a assis notre légitimité et on s'est transformé de plus en plus en start-up. C'est-à-dire que la version 2 devait embarquer la VOD. Et là, on a étudié beaucoup de solutions, bien sûr. Et finalement, on a eu la liberté, et ça c'était assez génial, de faire ce qu'on voulait. Et ce qu'on voulait faire, c'était une solution sur mesure. Donc on n'avait pas nos développeurs, hein. À 10 personnes c'est toujours pareil, on ne peut pas avoir ses propres développeurs, mais on a embauché une société externe qui s'appelle Equino et qui nous a fait vraiment notre solution sur mesure, en mode agile, et donc la solution qu'on a choisie. Et ce qu'on a choisi, on reste des ingénieurs, c'est de travailler dans l'état de l'art. Et donc, on a monté un workflow manager et une tête de réseau fichier entièrement dans le cloud AWS en infrastructure as a code. C'est-à-dire que si demain j'ai besoin de monter une tête de réseau de fichiers dans le cloud pour un nouveau client, il me suffit de pousser un bouton et ça va se monter tout automatiquement. Et au final, ça a donné ça, qui est une architecture dont on est assez fier, en fait, qui est basée quasiment uniquement sur des AWS lambda, donc il n'y a pas de serveur. Chaque étape du workflow est indépendante, sont indépendantes les unes des autres. C'est-à-dire que quand on fait l'ingest d'un fichier vidéo, il y a une lambda qui se lance pour faire un quality check. Puis si le quality check s'est bien passé, la lambda se termine et on lance une autre lambda qui fait l'étape suivante du workflow. Avantage de cette solution, en tout cas pour nous, je vous rappelle, on est encore tout petit dans le monde de la vidéo et on a encore besoin de se faire connaître. Avantage d'une solution comme ça, c'est que finalement, si on n'a pas de client, si on ne l'utilise pas, ben ça nous coûte 0. Et c'est vraiment ce qui nous a poussé à aller dans cette direction. C'est à la fois de pouvoir avoir une solution sur mesure, mais aussi une solution où, contrairement aux briques que j'ai montrées avant, où on intégrait des partenaires, mais si on n'a pas de clients, ben on doit quand même payer ses partenaires. Là, avec une solution comme ça, si on ne l'utilise pas, ben on ne paye pas. Et ça nous arrangeait beaucoup à cette époque-là. 2019, on arrive donc avec notre plateforme Cirrus, on a une plateforme, on a des API maintenant, et on a un écosystème de partenaires. On a une solution qui fonctionne, on est content, qui marche dans le cloud. D'ailleurs, si vous avez des questions après, n'hésitez pas à venir me voir. Et on a encore franchi une nouvelle étape qui nous amène vraiment vers la start-up ce coup-ci. C'est que aujourd'hui, Eutelsat a confiance en nous, a confiance en l'équipe des services vidéo et nous autorise à prendre encore plus de risques. Et donc je passe la parole à Julien qui va vous expliquer ce qu'on fait aujourd'hui. Merci Sébastien. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Julien Blanchet. Je suis donc nouveau chez Eutelsat, je suis développeur. On est une équipe de 4 maintenant, tout fraîchement arrivé chez Eutelsat. Et donc tout ça va dans cet objectif dont parle Sébastien de faire grossir les services vidéo d'Eutelsat. Maintenant qu'on a une plateforme qui fonctionne, qu'on peut commencer à vendre, etc., l'idée c'est de se dire comment on construit une roadmap ambitieuse, on réinternalise les développements pour être plus autonome, pour faire des choses nouvelles qu'on imagine nous-mêmes, etc. Donc l'équipe a grossi à 18 personnes en tout. Nous, on est 4 nouveaux devs chez Eutelsat. Et on est parti de... Ah, raté, le petit emoji en bas. Et du coup, on est parti du constat que Cirrus, ça fonctionne bien. Ça s'intègre avec des CRM, avec des EPG, des choses comme ça. Il y a plein d'inputs. Mais il y a d'autres services chez Eutelsat Vidéo aussi. Il y a FranceSat, qui est un bouquet télé par satellite, SatTV, qui est une application mobile pour avoir les EPG sur son téléphone. Et tout ça, ça va chercher, en fait, tous ces services vont chercher les mêmes données ou des données similaires au final du CRM, de l'EPG, etc. On s'est dit, c'est dommage, on fait plein d'intégrations avec des providers, on fait plein d'intégrations en interne, et tout ça, ça a dû... Toi qui as fait ça ?
Merci, désolé. Et du coup, voilà, on a plein d'overhead en coûts, en opérations, etc. Donc on s'est dit, voilà, vous avez été spoilé, on s'est dit, on va faire des petites briques de services qui vont venir simplifier toutes ces intégrations. Et donc là, typiquement, avec ces deux exemples, on a maintenant un Eutelsat CRM Manager qui vient abstraire la brique CRM et s'intégrer avec les CRM, et en dessous ce qu'on a appelé un Video Metadata Manager qui vient s'intégrer avec les différents fournisseurs CRM, Babeleye, Plurimédia, etc. Et en interne, nos services maintenant, ils se connectent avec un seul service Eutelsat, au format Eutelsat, bien défini, qui fonctionne bien, géré par nous. Et quand on veut intégrer une nouvelle source de PG, un nouveau CRM client, etc., on le fait à un seul endroit, et tous nos autres services, directement, ils ont accès aux données. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et ça nous a permis, typiquement, une fois qu'on veut ajouter un nouveau service, donc qui est en bas le FTAEPG, comme on l'a appelé, et ben en fait, ce service, on a juste eu à l'intégrer pour qu'il récupère les EPG avec le petit service d'EPG, pas à repayer des licences, Babeleye, etc., juste une fois, facilement. Et donc en fait, ce service FTAEPG, je vais venir un peu plus en détail dessus. Donc le free-to-air EPG, c'est un service qui permet aujourd'hui d'envoyer des données EPG dans le flux satellite qui sont récupérées de l'autre côté par des set-top box qui vont avoir en fait une petite stack Eutelsat à l'intérieur qui va être intégrée et qui permet d'avoir un affichage qui est non plus une liste sur les set-top box à bas prix, d'avoir une liste brute de chaînes, mais plutôt une jolie liste avec des EPG un peu, on va dire, à la CanalSat ou des set-top box un peu plus haut de gamme. Et donc, comment on a réalisé ça ? On a pris notre fameux Video Metadata Manager, qui est la grosse brique là sur la droite, qui a une API. Et en fait, lui, il va être capable d'ingérer via l'API des données d'EPG, donc Babeleye, Plurimédia, etc. Donc pour ça, on a fait des petites lambdas. Tout ça, on a fait au maximum serverless. Des petites lambdas qui viennent convertir le format Babeleye Plurimédia au format de l'API. L'API, elle va ingérer les données, les mettre dans un format Eutelsat, vérifier que tout est bon, que tout fonctionne bien, les stocker dans une DB. Et puis de l'autre côté, quand on veut ajouter un output, qu'est-ce qu'on fait ? On s'intègre avec la même API en sortie, avec des petites lambdas toujours, mais qui vont venir sortir les données vers Nagra pour Cirrus. Notre FTAEPG, en fait, tout simplement, on ajoute une lambda qu'on fait sortir sur un Meet Expert dans le téléport de Telsat qui ensuite va partir en diffusion et être diffusé sur les set-top box. Et puis si on veut ajouter FranceSat, SatTV, etc., on ajoute d'autres lambdas et puis voilà, à l'infini, vous avez compris le principe, c'est beaucoup plus simple à gérer. Et puis on a des petites IHM, etc. pour gérer tout ça, pour que ce soit simple en interne et que ce ne soit pas que les devs qui s'occupent de tout ça. Donc voilà pour ce produit. Et tout ça pour dire que notre vision par rapport à ça, c'est de se dire, là on est en train d'urbaniser complètement Eutelsat, de mettre des services partout. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on construit un écosystème d'API autour de notre plateforme vidéo qui va permettre à tout l'écosystème vidéo, donc on s'ouvre à l'écosystème vidéo, de venir s'intégrer avec nous, les startups, les boîtes, les particuliers, peut-être même un jour. Et notre vision un petit peu, c'est ce qu'on appelle le Video Marketplace, qui serait une marketplace de services, une plateforme web sur laquelle n'importe qui peut aller, n'importe quelle entreprise, un peu à la AWS, et il va pouvoir souscrire aux services Eutelsat facilement, typiquement Cirrus pour l'instant. Et c'est quelque chose de toujours disponible, qui va se déployer en quelques secondes, vous payez avec votre carte de crédit simplement, etc. Ce qui nécessite pour nous d'être 100% cloud, d'automatiser nos ressources satellites, nos services sol, nos déploiements, les têtes de réseau, etc. Donc il y a plein de challenges, mais l'objectif c'est vraiment d'aller là et vraiment d'ouvrir Eutelsat un peu au monde et les services qu'on a et de pouvoir s'intégrer avec notre environnement. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'on est assez ambitieux sur tout ce programme qu'on a, mais à la fois on est très nouveau et très jeune dans le monde de la vidéo, et donc on a beaucoup à apprendre, et voilà, donc on s'ouvre vraiment à cet écosystème, donc on est super content de rejoindre tout ça, on attend vos retours, on est prêt à échanger, etc., et puis à faire plein de belles choses ensemble. Voilà.
1, 2. Est-ce qu'il y aura des questions? Pas de questions? Au moins une, non? Bon bah merci. On va passer au talk numéro 2 par Jérôme Viaron de chez Cortex qui va venir nous parler de live streaming et de cloud. Bonjour, Jérôme Viaron, CTO, cofondateur de Cortex. En fait, j'avais peur de parler tout seul, alors j'ai demandé à Marc. On va juste attendre les slides, effectivement. Bonjour à tous, donc Marc Payavoine, je suis le président de Cortex. Et en fait, il n'a pas peur, mais il est un peu timide, donc voilà. Donc je commence pendant qu'on prépare les slides. Donc je rebondis sur ce que disait Sébastien. En fait, nous, on est une vraie start-up. On ne fait pas encore 1 milliard de chiffre d'affaires. Et on fait un appel aux dons aussi, parce qu'on a vu qu'on pouvait faire des appels. Et donc on fait quoi? On fait du streaming live dans le cloud. Et on va essayer de vous expliquer donc ce soir, le plus brièvement possible, pourquoi est-ce qu'on pense que le futur du streaming sera dans le cloud et que c'est la seule solution pour qu'il passe à l'échelle et qu'on puisse en bénéficier tous chez nous à la maison. Du coup, je vais juste prendre le... Okay. Donc avant de... En fait, on s'est dit aujourd'hui, finalement, si on regarde notre industrie, on a l'impression, si on va à l'IBC, qu'à peu près tout le monde fait du cloud. Ça fait 4-5 ans. Et pourtant, si on regarde, en particulier pour le live, vas-y, des gens qui sont vraiment passés au cloud, il y en a quand même excessivement peu. Donc avant de vous dire pour quelles raisons est-ce qu'on pense que c'est le futur, on s'est dit, on va commencer par une petite enquête qu'on a fait juste après l'IBC, donc certains d'entre vous ont répondu et je vous remercie, de demander aux gens, c'est quoi les freins psychologiques aujourd'hui pour le streaming live dans le cloud. Alors, sans trop de surprise, on trouve le prix en premier. Les gens ont dans la tête que faire du streaming live en 24/7 dans le cloud, ça coûte plus cher. On va revenir là-dessus. On pense évidemment que ce n'est pas le cas. On va en discuter. La deuxième raison, c'est les opérations. Et là, je pense qu'on se heurte finalement plus à de la peur qu'autre chose. Le cloud peut faire peur quand on est habitué à opérer des services traditionnels. Et pour autant, on va voir que si on n'essaye pas de faire comme avant, mais dans le cloud, ça se passe très très bien. Le troisième point, c'est la robustesse finalement. Est-ce que le cloud est assez mature aujourd'hui? C'est une question qui se pose pour faire du streaming live en 24/7. Et la sécurité finalement, moi, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que c'est plus un sujet. On parle du prix. Nous, la première chose qui nous vient à l'esprit quand on parle du prix, c'est le prix du transcodage ou du packaging ou de l'origine. C'est une chose dans le cloud, mais finalement, si on regarde aujourd'hui les coûts du streaming, globalement, les coûts de compute, j'ai envie de dire, c'est pas tellement le problème. Aujourd'hui, on sait tous que le coût du streaming, c'est avant tout le coût de la diffusion des contenus, le coût du CDN. Donc là, c'est juste un tout petit exemple qu'on a pris sur un use case de nos clients. Le coût de compute mensuel dans un cloud, il est dérisoire par rapport au prix du CDN. Donc déjà, voilà, juste pour resituer un peu le débat, le prix du compute, c'est bien, mais le prix global du streaming, c'est vraiment sur la diffusion que ça se passe. Et donc, on s'est dit, nous, dès le départ, qu'est-ce que peut nous apporter le cloud pour résoudre cette problématique-là? Et donc, qu'est-ce qui doit être construit et comment architecturer un logiciel, finalement, pour qu'il sache bénéficier du cloud pour permettre de résoudre l'équation qui est derrière moi. Je vous laisse lire déjà. C'est de l'anglais, désolé. En fait, là, ce que vous voyez, c'est qu'effectivement, il ne suffit pas juste de dire je vais porter mon application monolithique que j'ai développée depuis 10 ans, la mettre sur une VM, voire, pour les plus ingénieux, les mettre dans un Docker. Et là, pour être capable justement de tirer vraiment parti des bénéfices du cloud. Pourquoi on dit ça? C'est pas nécessairement critique, c'est la tendance normale. Tout le monde c'est les petits pas. Et tout le monde a commencé comme ça. Et ce qui fait qu'il y a eu effectivement une certaine réticence. Sauf qu'effectivement, faire ça, ne pas designer nativement l'application pour être capable de tirer parti du cloud, finalement, ça mène à des écueils et à une certaine réticence.
et alors même qu'on est persuadé que c'est la solution si vous voulez être capable de passer à l'échelle, de déployer des tonnes de services extrêmement rapidement, être capable de vous scaler en temps réel, etc. etc. Je reviens sur ce que je disais. Effectivement, aujourd'hui, les applications sont développées, même s'il y a eu l'arrivée du software au génie, les applications ont été développées pour tourner finalement sur une machine. Même si le soft et le hardware sont isolés, à la fin, l'application elle peut tirer parti que des ressources de sa fameuse machine. Et une des limitations ou des problèmes rencontrés par l'ensemble d'entre vous qui avaient voulu juste porter leur application également dans le cloud, c'est finalement c'est pas parce que la machine elle est autre part qu'il n'y a pas la même limitation. Et en fait, l'idée, c'est de se dire plutôt que si vous voulez être capable d'exploiter en tout cas, tout l'intérêt du cloud, il va falloir juste penser le cloud différemment. Ce n'est pas une succession de machines. Puisque si c'est une succession de machines, justement, comme ce qu'on écrit ici, si vous voulez être scalable, la seule solution, c'est de rajouter une machine. Et si vous voulez être encore plus scalable, c'est de rajouter 2 machines. Dans notre domaine à nous, vous savez que le domaine à nous étant on va dire une tête de réseau et du streaming, la façon qu'on a également de faire de la redondance, si on a une pensée machine, c'est bêtement de rajouter, donc on parle généralement de N plus M, c'est bêtement de rajouter le nombre de machines adéquates pour être capable, en cas de perte ou en cas de machine qui tombe, de répondre au problème. Et ce qu'on pense, c'est que ça, c'était la mauvaise façon de faire. Et il y a un point que j'ai oublié de dire, qui est un point quand même majeur, c'est qu'effectivement, cette façon de faire très silotée, qui, je répète, très, très commune, le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous regardez tous sur vos machines et vous voyez que vous utilisez... Là, c'est écrit quoi? Waste de 70%? Ouais, à peu près ça. En gros, vous utilisez 30%, 30-40% de votre machine au plus, puisque vous prévoyez le pire des cas, et du coup, en fait, vous avez un gâchis non négligeable de ressources. L'idée du cloud, en fait, il ne faut pas voir le cloud comme des machines qui sont hostées autre part. Il faut plutôt voir le cloud comme une succession de ressources ou une somme de ressources, un gros tas de ressources CPU, RAM, stockage, etc. Et le but, c'est d'essayer de voir comment tirer parti de ces ressources. L'idée, pour être capable de tirer parti de ces ressources, c'est de se dire il va pas falloir justement, il va falloir que je sépare vraiment l'application qui tourne de la machine sur laquelle elle tourne. Donc en gros, il faut être capable de pouvoir faire tourner son application de manière distribuée. Et donc faire ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute entité ou toute sous-partie de votre application, alors tout le monde pareil utilise le mot microservice, pas toujours à bon escient, et il n'est pas toujours micro. Et l'idée là, c'est de se dire toutes les parties de mon application qui vont runner sur le cloud, si on veut pouvoir les tirer parti de toutes ces ressources, qu'elles soient privées, publiques, hybrides, etc., il va falloir penser l'application et designer une application dite sans état, stateless. Qu'est-ce qu'une application stateless? L'idée, c'est de se dire, quand je vais processer, quand je vais lancer un processing, je n'ai aucune adhérence ni avec le passé, ni avec le futur. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant, je ne sais pas ce qui s'est passé après. Toute la difficulté, du coup, pour nous tous, ça va être d'être capable de designer nos applications de manière totalement différente, et puis essayer de coller, d'essayer de tirer parti du nombre de ressources disponibles sur ma machine. L'idée, ça va être plutôt de voir cette vision ressources au sens large, une quantité potentiellement infinie, ou en tout cas virtuellement infinie de ressources, et d'être capable de pour en tirer parti, il va falloir être capable de designer une application stateless. Une fois que j'ai dit ça, l'idée, vous imaginez bien que si on est capable de distribuer intelligemment l'ensemble des processing sur les bonnes machines aux bons endroits, etc., eh bien on est capable de faire un usage, à défaut d'optimal, puisque c'est un mot qui n'est pas beau, mais en tout cas clairement meilleur que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, et on est capable clairement d'atteindre 85%, 90% d'utilisation du CPU qui est à notre disposition. Et évidemment, on est hautement scalable, puisque si on est stateless, ça veut dire qu'on peut répliquer le processing qui est en train de s'exécuter, je ne vais pas dire encore une fois à l'infini, mais j'aime bien cette idée. On peut la répliquer autant de fois
que nécessaire. Et à l'inverse, on est également capable de réduire le nombre de réplicas lorsqu'on n'en a plus besoin. C'est tout l'intérêt. Donc le travail pour développer ces applications effectivement est totalement différent. Et imaginez concevoir un encodeur vidéo stateless. Ça commence à un petit peu faire mal. Et même un encodeur audio. Il y a de la vidéo, ok, mais un encodeur audio stateless, sans vraie dépendance temporelle des deux côtés, c'est quand même difficile. Là où je veux en venir, c'est que si on veut vraiment maintenant être capable d'être vraiment scalable, ce qu'on n'est pas capable de faire aujourd'hui, si on veut vraiment être capable de tirer parti, là, finalement, c'est plus les mêmes choses qu'on a besoin de savoir faire. On n'a plus nécessairement besoin de faire de l'optimisation software bien adaptée à notre machine. Ce qu'il faut, c'est être capable de load balancer les fameux processing qu'on va avoir à faire. Et donc l'idée, c'est évidemment d'avoir des processing extrêmement courts. Et si on vient maintenant dans le monde OTT, dans un monde idéal, c'est des processing qui durent que le temps du segment, chunk, fragment, suivant de quelle religion vous êtes. Mais l'idée, c'est exactement ça. Puisque effectivement, on ne fait plus du live au sens traditionnel, ou live stream, on fait du live OTT. Or, vous savez tous comme moi que le live OTT, c'est rien d'autre que délivrer une succession de fichiers. Et à partir du moment où on sait que c'est délivrer une succession de fichiers, on peut comprendre que si on est capable d'en tirer parti, on est capable de traiter chacun de ces fichiers séparément. Et si on est capable d'encoder chacun de ces fichiers séparément, vous imaginez l'ensemble des possibles, tout ce qu'on est capable de faire. Et donc à la fin, bon là c'était censé être un jongleur. C'est tout ce que j'avais trouvé pour faire du load balancing, pour citer aucune marque en particulier. Mais l'idée c'est exactement ça. Tout le savoir-faire va carrément changer. Ça va être comment designer, comment trouver les meilleurs algos de load balancing. J'ai mis un troisième point qui me paraît extrêmement important également. C'est que si on développe, on design une application en s'appuyant justement sur cette couche d'orchestration qui est Kubernetes, qui permet d'orchestrer les ressources cloud à votre place, au-dessus de quel que soit le cloud, qu'il soit public, privé, etc. Eh bien, vous n'avez plus vraiment besoin d'un système de management centralisé. Ça ne sert à rien. Et puis ceux qui en vendent, je suis désolé, mais je pense qu'en tout cas, dans le cloud, si on veut l'utiliser, si on veut en utiliser, il faut le faire de manière judicieuse et peut-être que l'idée serait plutôt de le distribuer. Donc nous, on estime que si chacune des briques est intelligente par elle-même, on n'a pas besoin d'avoir un système centralisé. Et en plus, si vous voulez passer à l'échelle, si passer à l'échelle, c'est passer de 5 à 100, c'est facile. Si c'est passer de 5 à 5 millions, votre système de management centralisé, c'est lui qui va casser, en plus du reste. Mais lui va aussi casser. Donc ça, c'est hautement distribué. Il y a un dernier point qui est peut-être propre à ce qui nous plaît, nous, mais vous avez encore un autre moyen de tirer parti intelligemment de ces ressources. C'est de faire du just-in-time everything. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, pourquoi utiliser des ressources si personne n'est en train de regarder ? Si je prends vraiment, et j'adorerais débattre avec vous de ça après, mais si vous regardez le nombre de segments vraiment produits, vraiment regardés, vous savez très bien qu'il n'y a pas équivalence, loin de là. Et donc, l'idée de penser en just-in-time, c'est d'être capable de processer just-in-time, just à temps. C'est quoi ? C'est Kanban, c'est... Flux tendu. Flux tendu, c'est moins joli, hein, quand même. En flux tendu, chacun des segments, et si vous êtes capable de faire ça, l'avantage, d'abord, vous pouvez le faire partout. Vous pouvez faire de l'offload naturel, parce que vous allez traiter le segment 1 sur la machine A, le segment 2 sur la machine B, le segment C, 3 sur le cloud d'un autre fournisseur. Et donc, du coup, l'idée du just-in-time, c'est de se dire, vous êtes capable à tout moment de faire un traitement et surtout d'utiliser les ressources que quand nécessaire. Donc, encore une fois, quand on parle de coût, il y a d'autres moyens de designer nos applications plutôt que d'être en mode push only. Et il y a des moyens de faire plutôt du mode pull. Et si je fais juste une façon d'utiliser ce type d'outil dans notre monde, qui est la compression vidéo, eh bien, étant donné que tout est file, eh bien, vous imaginez bien les différents algos potentiels, étant donné qu'on ne traite que des segments, on est capable justement de lancer plusieurs encodages en parallèle, on est capable de scaler, on est capable de distribuer sur des machines plus ou moins puissantes, on est capable d'exploiter le fait d'avoir des machines plus puissantes pour faire une meilleure compression, on est capable de s'adapter vraiment aux scènes, etc. Et ça de manière totalement scalable. On est vraiment capable de faire du per title encoding by design. À la fin, je vous rappelle, tout est que load balancing. Où est-ce que je vais distribuer mon prochain traitement ? C'est tout.
tout ce qu'on fait. Le prix. On va parler un petit peu de prix, effectivement. J'en parlais au départ sur le prix du cloud. L'objectif, c'est simplement de démystifier un peu. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Nous, on parle beaucoup, effectivement, de prix avec nos clients. En général, quand on parle de prix du cloud, c'est rare qu'on compare des pommes avec des pommes. On va venir considérer, si j'achète une machine avec ce CPU-là et que je prends la même machine dans le cloud me coûte beaucoup plus cher. Alors oui, mais non. Le problème, c'est qu'au-dessus de l'achat de la machine, et ça, donc, c'est un use case qu'on a fait avec l'un de nos clients, il y a beaucoup de choses qui se rajoutent. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, parce qu'en plus, ce n'est pas le cloud, donc ça ne m'intéresse plus tellement. Mais il faut rajouter le prix des racks, le prix des switch top of rack, il faut rajouter la maintenance, l'électricité, les personnes qui vont s'occuper de cette infrastructure, le backbone, la place dans le data center, etc., etc., etc. Si on ajoute tous ces coûts, on multiplie le prix du hardware par un peu plus de 3, c'est ce que nous disent en tout cas nos clients. Alors effectivement, si on prend le cloud sans se poser de questions et qu'on l'utilise comme il ne faut pas l'utiliser, bah oui, le cloud c'est beaucoup plus cher. Effectivement, c'est quasiment le double. Donc là, je pourrais vous donner les détails du use case, mais globalement, c'est quasiment le double. On pourrait se dire, le cloud, tous les cloud providers le font, je peux me committer sur un temps d'utilisation. Donc là, j'ai pris un exemple chez Google, je me commit sur 3 ans. Ah tiens, je commence à arriver à un prix qui est équivalent à celui du hardware. Donc j'ai pris pour le hardware un amortissement sur 3 ans, sinon évidemment ça n'avait pas trop de sens. Maintenant vous pouvez me dire, bah oui, mais alors si je vais dans le cloud, mais si c'est pour me committer sur un usage sur 3 ans, ça n'a pas de sens parce que j'ai perdu toute la flexibilité du cloud. Effectivement, et donc Jérôme parlait de stateless. Stateless, donc on a parlé de lambda dans le talk précédent, donc les lambda c'est typiquement stateless, hein, ça répond à une requête et puis ça disparaît. Si on part sur du stateless, si on est capable de faire tourner un workflow live sur du stateless, donc je rappelle quand même, faire tourner un workflow live comme une succession de services web, là on est capable de vraiment tirer parti du cloud et d'arriver à des prix qui sont largement inférieurs à ceux qu'on peut avoir on-prem. Donc ça c'est juste pour dire, quand on compare le prix du cloud, et ça nous on se le prend entre guillemets avec tous nos clients, le prix du hardware c'est bien, mais faire le vrai exercice d'avoir le vrai prix de son hardware hosté dans une infrastructure qui est privée, c'est juste un petit peu plus compliqué que ça, et finalement pas grand monde fait l'exercice jusqu'au bout. Deuxième chose qu'on entend souvent, ah ouais, mais pour aller dans le cloud ça va me coûter une fortune. Mais en fait, aller dans le cloud, c'est gratuit. Évidemment, une fois qu'on est dans le cloud, le processing ou la sortie du cloud, elle est payante. Mais tous les fournisseurs de cloud, l'entrée des signaux dans le cloud, c'est gratuit. Il existe, je ne vais pas rentrer dans le détail, il existe une multitude de méthodes aujourd'hui pour rentrer dans le cloud de manière sécurisée, de manière fiable. Aujourd'hui, c'est SRT qui est à la mode, on l'a tous vu à l'IBC, c'était SRT partout. Maintenant, ça fait des années qu'il y a des solutions qui existent. Je crois que Christophe Massiot est dans la salle. Il y a même des gens, des gens qui vendent ce genre de solutions depuis des années. C'est des choses qui existent et qui fonctionnent et qui sont fiables et qui sont sécurisées et qui sont productisées. C'est pas de la science-fiction. Et donc, rentrer dans le cloud, c'est gratuit. J'enchaîne juste sur un use case, je vais aller assez vite. Donc là, on part sur des use cases que nous, on voit avec nos clients. Comment est-ce qu'on réduit la facture? Comme l'a dit Jérôme, si on sait faire du stateless, on sait changer de machine de manière totalement transparente pour l'utilisateur. Donc j'ai mon traitement, il est sur une machine à l'instant T, le segment est processé sur une machine, le segment d'après, je vais le processer sur une autre machine. Ça permet quoi? Ça permet finalement de faire un compromis permanent entre le coût du CDN et le coût du compute. Quand j'ai pas beaucoup d'audience, le CDN ne me coûte pas très cher, le prix du compute est prédominant, le use case qu'on avait là, je vais sur une machine d'ancienne génération chez Google, ça ne me coûte pas très cher. Si l'audience augmente, le coût du CDN commence à vraiment être important, je transitionne de machine, je pars sur du Cascade Lake, donc la dernière génération chez Intel, je mets plus de threads, j'augmente les capacités de calcul pour mon codeur, donc il est plus efficace, donc je peux réduire le débit, donc je réduis la facture CDN. Et puis la nuit, je fais l'inverse évidemment. Et ça, c'est vraiment en utilisant le cloud
et toute la flexibilité, toute la scalabilité du cloud qu'on peut le faire. Si on raisonne comme avant, évidemment, c'est des choses qu'on ne peut absolument pas faire. Ouais, bah moi, mon use case, il est différent. J'étais quelque part dans une maison cet été. Alors, je dis pas, j'ai donné un indice pour savoir vers où c'était, mais c'était au fin fond d'une région. Bon, j'avais un petit réseau. Après, c'est pas ceux qui ont les plus grands réseaux, mais indépendamment de ça, l'idée, c'est, je voulais regarder. J'utilisais mon fournisseur de streaming live habituel, et puis je voulais regarder. Je passe le programme parce que c'était un peu plus intéressant que ça, mais l'idée c'était de me dire je vais essayer d'avoir une certaine qualité. Or, en essayant de m'abonner tout seul, j'avais ou soit du 540p à 2 mégas 5, pourtant j'avais quand même un écran assez sympa, ou du 1080p à 4 mégas. Le problème, c'est que d'où je viens, j'étais déjà à 2 mégas 8 et c'était quand même... voilà. Et du coup, ce que j'ai fait, et là on va faire un peu d'auto-promo, on a déployé ma solution, j'ai une autre solution, en me disant sur ce device-là, tel débit, telle résolution, je pense que si je suis capable d'avoir du 720p à peu près 2 mégas 8, je devrais avoir une qualité correcte. J'ai fait ça et grâce à ça, j'avais ma télé personnalisée. Ma femme est venue avec un autre device et on était capable, donc j'étais obligé de réduire ma bande passante évidemment, mais l'idée c'était que j'étais capable aisément d'adapter ma bande passante. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Il y a l'idée de si vous êtes vraiment stateless, comme dans ce dont on a parlé, si vous êtes capable de pouvoir justement déplacer vos traitements un peu partout voulant dire vraiment partout, peut-être un peu plus en edge, un peu plus à différents endroits du réseau, en tête de votre quartier, en tête de votre ville, etc., etc. En fait, vous êtes aussi capable d'adapter et d'améliorer la qualité d'expérience de vos utilisateurs. Donc, vous êtes capable d'avoir un meilleur contrôle. Et donc, là où on veut en venir, c'est que finalement, on est capable de s'adapter par device, par client, par network. Et en fait, penser stateless, c'est pas que la pensée cloud du moment pour dire que regardez, c'est bien, c'est qu'en plus, c'est future-proof. On voit que c'est vers là qu'on veut aller. On voit qu'on est aussi capable, si on est capable d'avoir des traitements, qu'on est capable de bouger de manière seamless au cœur du réseau en fonction des besoins, etc. On est capable d'avoir de l'ajout de pub adapté pour chacun, d'avoir encore une fois des adaptations de profil, de débit, etc. adaptées. Et on sent bien que c'est par là qu'on va. On sent que c'est par là qu'il faut aller. Il existe différentes méthodes, différents supports pour y parvenir, mais en tout cas, le stateless, c'est vraiment le futur. On a presque fini, je vous rassure. Le deuxième point sur le premier slide, la deuxième peur, c'était la robustesse. La robustesse, aujourd'hui, en fait, dans le cloud, elle est bien meilleure que celle qu'on peut connaître sur des workflows broadcast qui seraient traditionnels. Évidemment, si on tente de mapper les schémas du broadcast dans un cloud, alors là, non seulement ça ne marchera pas, non seulement ça va coûter cher, et en plus, ce ne sera pas opérable. Personne ne saura opérer ça. L'idée, c'est de surtout pas faire comme ça, évidemment, c'est de passer de schémas dits de redondance, c'est ce qu'on connaît tous, à des schémas de haute disponibilité. Et pour ça, il y a 3 clés. La première clé, finalement, c'est Kubernetes, dont on a assez peu parlé, mais qui est un facteur déterminant. Donc Kubernetes, c'est un système qui est déclaratif. C'est quoi déclaratif ? C'est qu'on déclare l'état de l'infrastructure qu'on veut avoir. Et c'est lui qui se débrouille pour maintenir cet état, quoi qu'il se passe en termes d'événements sur le réseau, en termes d'événements sur les machines. On connaît tous les systèmes de management où, pour passer d'un état à un autre, il faut décrire un ensemble de scripts. Et puis s'il y en a un qui échoue au milieu, en fait, il faut beaucoup de sueur et beaucoup d'hommes pour le remettre en place. Voilà. Si on utilise le cloud tel qu'il devrait être, et donc si on utilise les préceptes de Kubernetes, c'est pas un problème. Deuxième chose, c'est évidemment, il faut utiliser, on l'a dit beaucoup, du sans état, parce que si une machine tombe, ça pose aucun problème, on va load balancer la requête sur une autre machine. Et le troisième point, le cloud, ce qui est bien, c'est qu'il n'y en a pas qu'un. Il y a plusieurs zones. Une fois qu'on dépasse la notion de zone, il y a plusieurs régions. Et puis une fois qu'on dépasse la notion de région, il y a plusieurs fournisseurs. Donc si en plus des schémas de redondance, si on rajoute,
aux deux précédentes propriétés le fait de faire du multi-zone, du multi-région et du multi-cloud, et qu'on sait le faire nativement, on arrive à des systèmes qui sont infiniment plus efficaces et infiniment plus simples à opérer que les systèmes broadcast que vous pouvez connaître. Seulement, effectivement, c'est différent. C'est ça la difficulté, c'est que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et ben voilà, donc on a fait Dilbert, après on fait les Simpsons. Donc effectivement, on a parlé de Lambda dans le slide précédent. Lambda, c'est le serverless. C'est évidemment vers là qu'il faut aller et vers là qu'il faut regarder. Même pour le live, ce qui peut sembler très contre-intuitif, hein, même pour le live, c'est vers là qu'il faut aller. On voit quand même beaucoup de choses qui se passent autour des Lambda Edge. Voilà, savoir faire tourner un workflow sur du serverless, c'est vraiment, enfin, j'ai envie de dire, la réalisation de ce que devrait être le cloud, c'est-à-dire un ensemble de ressources qu'on peut utiliser n'importe où, à n'importe quel moment, et pour faire n'importe quoi. Mais pour faire du live streaming, c'est quand même bien aussi. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il va y avoir des questions? Moi, j'ai une question. Tu as parlé des coûts de machine et des coûts d'input, et les coûts de sortie des clouds qui sont souvent prohibitifs, tu les mets où dans ton équation? Les coûts de sortie de cloud vers le CDN, en fait. Ouais. Alors en fait, tu n'ignores sans doute pas qu'il y a beaucoup d'accords qui sont en train de se passer entre les fournisseurs de cloud et les fournisseurs de CDN. Donc déjà, il faut savoir que si on est, je vais citer personne, si je vais le citer parce que j'ai pas le choix, si on est chez CloudFront comme CDN et qu'on utilise AWS comme fournisseur de compute, il n'y a pas de coût digresse entre le compute et le CDN. Il y a beaucoup d'accords qui sont en train de se mettre en place entre Azure et Akamai, entre plein d'autres, pour permettre justement de faire tomber ces coûts, parce qu'en fait les fournisseurs de CDN traditionnels, ils se rendent compte que s'ils n'ont pas de compute à vendre, ils sont embêtés, donc ils sont obligés de faire ces accords. Sinon leur business model même est un petit peu compliqué. Donc effectivement, ces coûts-là sont prohibitifs, mais je pense qu'il y a des solutions aujourd'hui pour que voilà, cette facture tombe. Et d'ailleurs, chez nos clients, nous, ils choisissent un fournisseur de CDN, et ensuite ils se disent on va prendre le compute au même endroit. Voilà. D'autres questions? Merci beaucoup, messieurs. Et donc, on va passer au troisième et dernier talk de ce soir, de Raphaël, de chez France Télévisions, qui va nous faire un retour sur Roland Garros. Bonsoir à tous. Donc, tout d'abord, je suis très heureux d'être ici parmi nous chez Eutelsat pour vous présenter ce qu'on a fait cette année pour Roland Garros 2019. Donc, je me présente, je suis Raphaël Goldwasser, je suis architecte vidéo pour France Télévisions. Et donc, c'est moi l'expert streaming vidéo pour le groupe France Télévisions. Donc, cette présentation, en fait, c'est le travail de toutes les équipes de France Télévisions, aussi bien des équipes de France TV Sport, de la direction numérique, ainsi que de la Media Factory qui a travaillé dessus. Un petit mot aussi rapide sur la Media Factory. En fait, vous avez peut-être entendu parler qu'on a créé une nouvelle direction qui s'appelle la Media Factory sous la direction de Guillaume Poster, qui permet en fait de rassembler les équipes broadcast, d'ingénierie vidéo, broadcast et broadband. En fait, vous savez, dans les chaînes de télé, il y a toujours cette scission broadcast, broadband. Là, l'idée de cette Media Factory, c'est vraiment de fusionner les équipes d'ingénierie vidéo de ces deux mondes. Donc, France Télévisions, je pense que vous connaissez tous le groupe France Télévisions, mais ce qui est intéressant, c'est de le connaître en chiffres. Donc déjà, c'est plus de 40 chaînes 24/7. Donc vous connaissez les 5 chaînes classiques, France 2, France 3, France 4, France 5, France O. On va retrouver en plus une chaîne de news qui est France Info, 9 chaînes premières, donc les chaînes Outre-mer, Guadeloupe, Martinique, Dom-Tom, ainsi que 24 chaînes régionales. Et en plus de ces 24 chaînes régionales, on va retrouver les chaînes locales.
Et on va retrouver aussi 6000 heures de live event. En fait, on a une plateforme événementielle pour tout ce qui va être Roland Garros, Tour de France, tout ce qui est Culture Box aussi, tout ce qui est débat politique qui est disponible. Et on verra un peu plus tard, justement, un peu l'architecture de cette plateforme live événementielle. Au niveau des assets, en fait, vous avez compris, on a beaucoup de chaînes de télé 24/7. Toutes ces chaînes de télé, il faut découper les programmes pour les retrouver en replay sur les offres de France TV. Et ça correspond à peu près à 300 programmes par jour. Donc si on additionne, ça c'est vraiment les programmes antennes. Si on additionne tous les petits extraits que l'on fait, on peut monter jusqu'à plus de 800 vidéos par jour que l'on génère. Et en termes d'audience, ça correspond à peu près à 600 millions de vidéos vues. Voilà. Et un petit focus spécifique sur Roland Garros 2019, parce que c'est quand même le but de cette présentation, c'est de vous donner des chiffres aussi bien audience que technique. Donc, si on parle de côté technique, on peut voir que ça correspond à 2000 heures de live event. Donc, 2000 heures de live event sur tous les matchs de Roland Garros, aussi bien la phase de qualification que la phase finale. Ça correspond à peu près à 800 matchs. 800 matchs, en fait, qui ont été diffusés en live. Le pic d'audience qu'on a eu cette année, c'était quasiment 600 gigabits par seconde. Donc, ça commence à être intéressant. Pour l'anecdote, en fait, c'est un match de français qui a été diffusé. Donc, c'est Père Nishikori qui a été diffusé en fait lundi matin. C'est la reprise. Donc, c'est là où on a eu vraiment notre pic d'audience. Et en termes d'audience, cette année, ce fut une très bonne édition. Donc, l'équipe France TV Sport est très contente en fait des chiffres d'audience parce que cette année, ils ont un petit peu changé de stratégie. En fait, chaque année, on retrouve en fait tous les lives aussi bien sur les plateformes des réseaux sociaux que sur les plateformes internes de France Télévisions. Et cette année, en fait, on a changé un petit peu de stratégie pour ne retrouver que les lives sur les plateformes internes de France Télévisions. Et on peut voir que le ratio typiquement de vidéos vues entre les plateformes externes des réseaux sociaux et les plateformes internes est à peu près kiff. On est à peu près à 50%. Alors que d'habitude, on est plus sur un ratio 75, enfin 3 quarts, 1 quart. Voilà pour les petits chiffres. Alors, passons dans le concret, parce qu'on est là pour voir vraiment la partie technique. Donc, quelles sont les innovations qu'on a vues cette année? Donc, il va y avoir 4 parties. Partie production, partie sur passage full cloud, partie sur la partie dynamic ad insertion et le peer-to-peer. Donc, j'espère que sur la fin, vous serez encore là pour arriver à suivre le contenu. Déjà, qui connaît la SpiderCam? Levez la main. Qui trouve que la SpiderCam, c'est cool? Voilà. Donc, il faut quand même reconnaître que la SpiderCam, ça donne vraiment des plans de vue. Et c'est la première fois que la SpiderCam était présente à Roland Garros. Donc, je pense que pour ceux qui regardent un petit peu le sport, vous avez déjà vu que ça fait des années que l'US Open, que d'autres stades possèdent la SpiderCam. Et c'est la première fois que France Télévisions en fait, a pris la SpiderCam. Donc, comment marche la SpiderCam? C'est tout simplement une caméra UHD qui est sur une petite nacelle et qui est suspendue en fait, aux 4 coins du stade de Roland Garros. Vous avez là, vous voyez en fait, au milieu un diagramme en fait, du stade du Châtrier avec les zones de sécurité pour tout simplement que les câbles ne coupent pas la tête des téléspectateurs, des spectateurs qui sont sur le stade et s'assurer que ça ne gêne pas non plus les joueurs. Pour information, la SpiderCam, ça peut faire des terrains aussi bien petits comme le tennis, mais comme le cricket, des grands terrains de 300 mètres comme le cricket. Et la caméra peut descendre en fait, vraiment au niveau du court. C'est assez impressionnant quand vous voyez les démonstrations. Ils peuvent vraiment descendre la caméra au niveau du sol du court. Et comment fonctionne la SpiderCam? Vous avez en fait un poste de pilotage, vous avez 2 personnes qui travaillent. Typiquement un pilote, où la personne elle est vraiment dédiée à ça, à piloter, à s'assurer qu'il pilote correctement la nacelle, la caméra, et un cadreur. Donc un cadreur classique qui, une fois que le pilote en fait, a travaillé, le cadreur va justement cadrer les parties qui l'intéressent. Voilà pour la SpiderCam. Je sais que ce n'est pas du streaming, mais vraiment, je voulais quand même en partager avec vous ces informations. L'autre grosse nouveauté aussi, c'est diffusion et une régie 4K. Donc, notamment, ça fait plaisir d'être ici à Eutelsat, parce que ça fait depuis 2013 qu'on travaille avec Eutelsat en partenariat pour la diffusion 4K. Donc, ça fait, pour ceux qui suivent un petit peu Roland Garros, vraiment depuis 2013, on diffuse Roland Garros en 4K sur TNT et Satellite. Et là, cette année, c'est vraiment la première fois qu'on avait une vraie régie dédiée. Donc, on avait 14 caméras UHD sur le court, et on avait 2 caméras, typiquement la Netcam qui est au niveau du filet, qui est une caméra HD qui était upscalée en UHD.
Donc, caméra présente sur le cours. Donc, on voit qu'on retrouve aussi la Spider-Cam sur ce plan. Caméra aussi HDR, je ne l'ai pas précisé, qui était produit directement au sein du quart de production de Toulouse de France Télévisions, donc sur le stade de Roland-Garros. Donc là, les équipes en fait réalisaient et produisaient en fait le signal en 4K HDR. Donc là, il faut savoir, on est en HLG. Typiquement, le HDR qui est utilisé en Europe, c'est principalement pour la production du HLG. On est au niveau du quart de production. On l'envoie du coup au centre de diffusion et d'échange de France Télévisions. Pour ceux qui ne savent pas, le CDE en fait est la régie finale de France Télévisions, du groupe. Et on avait monté, donc, comme vous pouvez voir, 2 baies techniques, donc une baie de réception et puis une baie de traitement audio-vidéo, pour avoir une chaîne 24/7 qui basculait en fait aussi bien du live que sur la partie play-out, la partie fichier. Et tout ça pour être diffusé donc, du coup, sur la TNT avec TDF, sur le satellite avec FranceSat et chez Orange, parce que Orange avait aussi fait un canal événementiel Roland-Garros UHD. Pour le workflow complet, donc on retrouve en haut la petite caméra avec un mélangeur. On a la partie, donc vous avez compris en fait, au niveau du quart de production, il y avait une contribution qui était faite sur le siège de France Télévisions, d'où le petit codeur que vous voyez à gauche au niveau de la prod Roland-Garros. On a envoyé en fait un signal de contribution en HEVC à un peu moins de 100 mégabits directement à la régie finale de France Télévisions. Et là, tous les traitements étaient faits. Et on a notamment travaillé avec un partenaire qui était ATEM sur la partie encodage, aussi bien pour la partie diffusion TNT, satellite, et aussi pour l'encodage OTT. Parce que en production, on était vraiment sur ces trois départs, mais aussi, nous, de notre côté numérique et côté Media Factory, on a testé du coup les chaînes de la diffusion OTT en 4K. Donc, sans entrer en détail comme l'avait fait à l'époque donc Sébastien côté Molotov sur le retour d'expérience de Arte UHD, je voulais vous donner un petit peu les retours, enfin ce qu'on a appris cette année sur la partie diffusion 4K en OTT. Donc on avait vraiment 4 devices différents pour diffuser la 4K. Donc on s'était fixé l'Apple TV, la Chromecast Ultra, et le dernier c'était la Nvidia Shield. Donc déjà, si on voit le support du HDR, si on prend la spec, la doc de ces 3 devices, on voit déjà que le HDR qui est en commun, c'est le HDR10. Donc vous vous souvenez, nous en prod, les gars en fait, au niveau de la production, ils sont formés pour faire du HLG. Ils ne sont pas formés pour faire du HDR10 et on n'a pas non plus les équipements. Donc il y a déjà en fait une conversion à avoir si on veut faire du HDR en fait, au niveau de l'OTT. Le HLG, a priori, n'est pas forcément partant. Après, un autre retour d'expérience que je voulais vous partager, c'est typiquement, vous savez, donc il y a le signal HDR, mais il y a le monde des télévisions SDR, parce que oui, il y a des gens qui ont acheté des télévisions il y a quelques années qui sont 4K et SDR. Et il y a les nouvelles télés que vous avez actuellement qui sont en HDR. Donc typiquement, ces gens ont vraiment le screen des télés SDR et des télés HDR. On branche en fait une set-top box, aussi bien une Chromecast, une Apple TV et Nvidia. Et là, typiquement, si vous avez une télé SDR et que vous diffusez un signal HLG, comme vous pouvez voir, on a une colorimétrie qui est correcte. C'est le but du HLG, c'est la rétrocompatibilité. Donc ça, c'est bien validé, effectivement, le HLG est bien rétrocompatible. Par contre, inversement, sur une télé SDR, quand vous diffusez un signal HDR10, là, vous perdez absolument toutes les couleurs. Donc là, ça donne vraiment des couleurs délavées. Et c'est un petit peu problématique quand vous vendez un signal HDR Ultra HD et que vous avez typiquement sur votre télé 4K ce HDR, cette couleur délavée, c'est assez frustrant. Et inversement, si sur une télévision HDR que vous branchez l'un de ces 3 devices et que vous diffusez un signal HDR HLG, alors là, les métadatas ne sont pas interprétés et là, vous saturez en couleur. Donc là, c'est typiquement, comme vous pouvez voir, en plus cette année, Rafael Nadal avait un t-shirt particulièrement fluo. J'étais obligé d'en parler. Donc voilà pour la partie expérimentation OTT. C'est pas fini pour la production. Une dernière nouveauté qu'on a fait cette année, c'est d'avoir une chaîne full 50 fps. En fait, c'est vraiment la première fois, comme vous avez compris, vu qu'on avait des caméras UHD, vu qu'on produisait en 4K, on pouvait en fait au niveau du quart de production sortir un signal 1080p 50 fps. Et pour qu'au niveau des mobiles et des tablettes, au niveau des offres de France TV Sport, proposer un signal 50 fps sans interpolation, sans upscale.
D'habitude, ça fait plusieurs années qu'on fait du 50 FPS pour des événements sportifs. Tous ceux qui font du sport en fait, savent qu'on est obligé, surtout pour le tennis où la balle va très très vite, de monter en framerate. D'habitude, en fait, on upscalait. On avait en fait un signal 1080i 50 RAM et qu'on upscalait donc les 25 images par seconde, on les upscalait en 50 images par seconde. Sauf que par moment, le codeur faisait son taf, mais par moment, ça faisait des petites saccades. Là, c'est vraiment la première année où, de bout en bout, toute notre chaîne de fabrication était en 50 FPS. Et on a vraiment vu, enfin je ne sais pas pour ceux qui ont vu le cours Châtrier en OTT, mais cette année, la différence, c'est vraiment vu, on avait vraiment une image de très bonne qualité et excessivement fluide. On verra un petit peu plus tard le workflow aussi dans le cloud, parce que au final, je vois qu'on a beaucoup parlé cloud, aussi bien Eutelsat avec Cirrus que Cortex. Moi aussi, j'ai aussi pas mal parlé de cloud. Et je vous ai mis aussi les profils OTT, juste par un titre informatif, pour voir qu'on était sur du 720p à 4 mégabits par seconde, mais parce qu'on était sur du 50 fps. Voilà. Alors, full cloud, c'est effectivement le mot à la mode. Donc ça fait plusieurs années en fait qu'on travaille aller justement dans le cloud pour tout ce qui est diffusion live événementielle. Et moi j'aime bien avoir un petit peu d'histoire, vous donner un petit peu de contexte pour comprendre comment on est arrivé pour aller dans le cloud. Donc jusqu'à 2015, en fait, pour Roland-Garros, pour le streaming OTT, on installait des régies dédiées. C'est-à-dire, on avait vraiment du matos dédié broadcast qu'on installait sur place à Roland-Garros et qui gérait 8 chaînes de télé. Donc vous pouvez vous rendre compte que c'est du matos, donc il fallait l'installer, donc c'est loin à installer. Il fallait des équipes en fait pour typiquement exploiter cette régie broadcast. C'était que on était limité à 8 chaînes et honnêtement, il faut le dire, c'était juste too much pour diffuser du streaming, installer des chaînes, des régies broadcast, c'était too much. Et on était vraiment limité en termes de channel. À partir de 2015, France TV Sport en fait voulait être beaucoup plus agile, proposer typiquement une offre multicours avec tous les cours de Roland-Garros en ligne. Donc typiquement les 21 cours. Donc nous avec notre régie qui était limitée à 8. Si on la doublait, on était à 16, et de toute façon, c'était juste impensable. Donc c'est là, en fait, on a, à l'époque, c'était avec Arnaud Trion, on a travaillé, en fait, sur la mise en place d'un encodage directement sur site, donc sur site à Roland-Garros, où on encodait, on faisait tout au niveau des codeurs. Donc, juste pour faire simple, au lieu d'avoir des équipements broadcast, on faisait tout au niveau du codeur élémental. Il prenait le fil d'entrée, il faisait les cartons, il faisait la partie logo, et tout était fait au niveau des codeurs élémentales. Sauf que la problématique, c'est que quand vous avez 21 cours, vous encodez en multi-bitrate, vous avez besoin de beaucoup de capacité. Et sur des événements type Roland-Garros, on est limité en termes de place. Et on a commencé aussi à tester un petit peu l'Elemental Cloud. À partir de 2017, quand AWS en fait, a lancé vraiment l'offre AWS Elemental, là on s'est vraiment dit, ok, faut qu'on y aille, c'est un channel as a service, effectivement c'est l'avenir en fait. Juste d'allumer des machines, des décodeurs comme on veut, c'est l'avenir. Et avec l'aide du directeur technique de l'époque, qui était Stéphane Van Bosteroth, il a vraiment poussé à ce qu'on aille en fait, dans le cloud. Et on a travaillé avec un partenaire qui a répondu à l'appel d'offres, qui est Wildmocha, qui a mis en place une plateforme vraiment full cloud. Et la plateforme full cloud de Wildmocha est la suivante. Donc typiquement, donc là cette année, l'infra, on recevait du coup les feeds SDI, on avait juste des codeurs de contribution, on envoie en fait pour chaque cours en fait, un seul feed auprès de Wildmocha. Et Wildmocha nous permet d'avoir 3 applications différentes. Les applications, si on commence par le bas, on va avoir la partie live stream pour les offres France TV Sport. Donc là, c'est typiquement du Media Live, du Media Package, avec multi-bitrate, des streams HLS, des streams MPEG-Dash pour les offres de France TV Sport, mobile et desktop. Wildmocha aussi propose la notion d'un outil de clipping, où en fait, on peut éditer des vidéos, faire des short clips. Pareil, donc avec Wildmocha, on envoie le feed et typiquement, les éditeurs, on avait juste à se loguer sur l'interface de Wildmocha pour faire leurs petits extraits et les mettre à disposition sur les plateformes réseaux sociaux et internes. Et une dernière application, c'est la partie réseaux sociaux. Donc avant, réseaux sociaux et partenaires aussi, parce qu'il faut savoir qu'on travaille aussi avec des partenaires et que Wildmocha nous permet aussi de diffuser, d'envoyer le signal à N partenaires.
ainsi que d'envoyer des petits extraits sur les réseaux sociaux. Ce qu'a fait en fait France TV Sport cette année, c'est que typiquement il a fait un peu de teasing sur les réseaux sociaux, donc des petites vidéos qui sont intéressantes, avec des liens sur les plateformes internes de France Télévisions pour justement attirer l'audience. Ça, c'est une petite interface du BO éditeur de Walmoka. Donc, c'est pour vous donner un aperçu. Donc, vous avez compris, 800 matchs. Chaque match, en fait, est considéré comme un event spécifique, donc avec une date de début prévisionnelle et une date de fin prévisionnelle. Et donc, du coup, les éditeurs, enfin, on a dû, avec l'équipe aussi bien France TV Sport que l'équipe de la Video Factory, en fait, tout intégrer pour piloter à chaque fois chaque match comme un événement. Et on peut voir les différents points de sortie et ainsi le bouton clipper pour éditer en fait des petites vidéos. J'ai fini pour la partie full cloud. Maintenant, parlons de Dynamic Ad Insertion. Donc le mot aussi, il y avait SRT qui était très trendy à l'IBC et DAI. Donc pareil, nouveauté cette année, on a vraiment mis en production en fait de l'ad stitching. En fait, on a fait de l'ad insertion. Excusez-moi, il faut que je me dépêche un petit peu parce que j'en ai plein de trucs à vous dire. Je vous ai dit, on a fait plein de trucs cette année, mais il faut que je me dépêche. Donc rapidement, l'architecture. On avait sur place un codeur de contribution qui est envoyé du coup sur Walmoka. Walmoka se base sur Media Live, Media Package. Et toute la chaîne en haut que vous voyez avec la Live Chunk, CDN et Player, c'est la chaîne classique en fait de distribution, de diffusion. Ce qu'on a rajouté pour la partie Dynamic Ad Insertion, c'est le AWS Media Tailor. En fait, on a rajouté Media Tailor dans la boucle, qui est un manifest manipulator, et qui permet de sortir, de changer du coup les manifestes pour les personnaliser, ainsi que de transcoder les publicités. Et vous voyez que Media Tailor, en fait, un manifest manipulator est toujours interfacé avec un serveur de pub, un ADS. Et là, typiquement, FreeWheel nous renvoyait des pubs VMAP. Et là, de ce qu'on voit, c'est que typiquement, tout ce qui va être chunk provient de la chaîne classique, la chaîne de Media Package via le CDN, et tout ce qui va être Child Master et Child Playlist, et les chunks de pub, proviennent de la chaîne directement de l'origine de Media Tailor. Ça, c'est juste pour vous faire mal aux yeux. C'est typiquement c'est le call flow qui a été mis en place. Donc, c'est un call flow qui est un petit peu long parce qu'on avait besoin de tokens, de sécuriser les flux. Et on a travaillé du coup avec AWS et Akamai assez longuement. C'est un projet qui est assez long. Ça fait quasiment 2 ans qu'on travaille dessus. Mais on a réussi à mettre en place un call flow qui marche bien. Ça, c'est l'interface de Walmoka. Donc, l'interface de Walmoka, donc ça, c'est un éditeur, c'était un exploitant qui était chez France Télévisions Publicité. Donc, son rôle, c'était sur les 4 cours, on l'a diffusé en fait sur le Parallèle Antenne, le Langlen de Châtrier et le Simone Mathieu, où il devait s'assurer qu'il y avait un changement côté qui allait bien. J'ai oublié de le dire, désolé, il est un petit peu tard, donc j'oublie ce que je voulais dire, mais au tennis, tous les 2 jeux, vous avez un changement de côté d'1 minute 30. Et tous les 7, vous avez un changement de 2 minutes. Et donc, c'est vraiment le moment idéal. Il n'y a rien qui se passe et c'est vraiment le moment idéal pour mettre de la pub. Sur les offres numériques, on ne met pas de pub. On a juste un pré-roll, mais il n'y avait pas de mid-roll. Et c'est là où on voulait vraiment en fait, monétiser au maximum Roland-Garros et mettre ce fameux mid-roll. Et donc, via cette télécommande, on voit qu'on a des boutons de 15 secondes, 30 secondes, 45 secondes et 64 secondes. Typiquement, l'opérateur appuie sur un bouton de 64 secondes. Pourquoi 64 secondes? Parce qu'en fait, c'est 2 secondes de jingle. En fait, un écran publicitaire est composé de jingle in, les pubs qui s'enchaînent, et un jingle out. C'est quelque chose qui est réglementaire, on est obligé d'avoir des jingles. Donc 2 secondes de jingle, 60 secondes de pub, et 2 secondes de jingle out. D'où les 64 secondes. Et on avait du coup des pubs avec nos différents partenaires. Un petit exemple, à quoi ressemble une master playlist en fait en sortie de Media Tailor. Donc on peut voir qu'on a les 3 petits points, les manifestes, et après les tests DAI, vous avez typiquement en fait ce qu'on appelle le custom identifiant. Donc ça c'est la master playlist, ça c'est les child playlists. On voit qu'on a les chunks classiques qui viennent de Media Package, et quand vous avez le XT discontinué avec le segment, là on passe sur la partie diffusion de Media Tailor, enfin des chunks pubés et transcodé par Media Tailor. Et pour finir, donc cette année, on a mis en place le player de peer-to-peer de StreamRoute. Donc on l'a intégré uniquement sur le player HTML5, sur tout ce qui était player desktop et mobile.
Et on est assez content parce que StreamOut, quand même, on a une longue histoire. Ça fait depuis 2013 qu'à l'époque, on rêvait avec Bernard Fontaine, le directeur d'innovation numérique de France Télévisions, on rêvait de streaming peer-to-peer en 4K. Et on voit que 6 ans après, en fait, le streaming peer-to-peer est une réalité. Je vous ai mis l'évolution du peer-to-peer, en fait, l'évolution de l'offload. Comme vous pouvez voir, donc je vous ai mis aussi les pics d'audience avec donc, le père Nishikori et Federer Wawrinka. Vous pouvez voir que la partie bleue, au début, elle n'est pas très élevée. Et qu'en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans le tournoi, elle augmente. Ça, c'est quelque chose que justement on a constaté avec StreamRoute, c'est que la typologie en fait, des utilisateurs qui consomment Roland Garros la journée n'est pas du tout la même que les consommateurs qui regardent des matchs de foot le soir. Typiquement, la journée, vous êtes dans un bureau, et le soir, vous êtes chez vous, sur un Internet qui est accessible. Et donc ça, justement, la StreamRoute l'a vu et a justement bien fait évoluer le taux de peer-to-peer pendant la quinzaine. Au niveau des offloads, parce que c'est le truc qui vous intéresse tous, donc grosso modo, première semaine, on était à 30% et on est monté jusqu'à 60% en fait, lors de la deuxième semaine. On peut voir que, aussi intégration du player ultra easy. Sur la partie HTML5, vraiment, c'était vraiment très simple de l'intégrer. Ça s'est fait en quelques jours, voire quelques heures. Et ce que je voulais vous montrer, des graphes qui sont un petit peu intéressants, c'est du coup la réduction du buffering. Donc je vous ai mis en haut le taux de buffering en fait, du tournoi complet. Et on peut voir quand même qu'il y a une dégradation un petit peu progressive du buffering. Vous vous souvenez que je vous ai dit qu'au fur et à mesure du tournoi, on a eu plus de flood. Donc on peut du coup en déduire que le buffering s'est un petit peu baissé. Je vous ai mis aussi en bas, c'est typiquement toutes les sessions qui ont eu un buffering supérieur à 2%. Donc je vous ai fait la comparaison donc, sur les flux de Roland Garros entre le player HTML5 et les players sur les applications mobiles. Et on voit que typiquement il y a beaucoup plus de sessions donc, qui est en bleu sur la partie app player. Et enfin, la partie bitrate usage, on voit qu'il y a, bon, je ne sais pas si c'est très lisible pour ceux qui sont au fond, mais on voit qu'il y a un tout petit peu plus de trafic en fait, sur les hauts bitrates, typiquement le 4 mégabits, qui est consommé sur la partie HTML5 que sur la partie mobile. Et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Sur la partie des AI, vous avez effectué le tracking purement server-side, donc pas de VPED et pas de quartile. Alors, si votre régie, elle est souple. Alors, si. En fait, c'était vraiment en fait, ce qu'on appelle un POC commercial et un POC technique. C'est vraiment en fait, pour montrer qu'on y arrive. En fait, ça fait un moment qu'on travaille sur la partie des AI, que notre régie publicitaire est un petit peu... Elle se posait des questions si on allait y arriver. Donc là, on a fait vraiment en fait, un POC commercial, on a fait le strict minimum, où c'est, comme tu l'as dit, c'est du server-side reporting. On n'avait pas de VPEG, donc là, tu es obligé d'être intégré côté client. On n'avait pas de click-through non plus. On n'a pas non plus la partie... alors, je ne sais plus si c'était thématique, mais il y a... programmatique, on n'avait pas non plus ça, mais je t'ai dit c'était vraiment... Les pubs étaient toutes calibrées en fait. Programmatique, ça va être compliqué. Ouais. En fait, on avait typiquement en fait, des annonceurs qui avaient acheté, mais pour que tu saches, ça a excessivement bien marché. Hein. Les annonceurs étaient très très contents. En fait, la régie pub était excessivement contente, les annonceurs aussi. Ça a marché beaucoup au-delà des espérances. Mais cette première version, c'était que server-side. Et on est en train de travailler pour avoir justement cette V2 en client-side. Client-side reporting. D'autres questions? Très bien, merci beaucoup. Donc merci à tous d'être venus. Le reste de la soirée va se passer dans la salle d'où vous venez. Donc on va retourner tous à côté et pareil, petit apéritif qui nous